Le monde brûle, mesdames et messieurs, que ce soit dans le nord de l'Ontario, en Colombie-Britannique, dans le nord du Québec. Là, on a plus récemment la Gironde, l'Espagne. Partout sur la planète, des feux se déclarent dans le sud-ouest des États-Unis également. Puis bon, ça, c'est cette année, mais d'autres années, d'autres forêts, d'autres feux se déclarent. Évidemment, c'est plus fréquent que ce l'était, réchauffement climatique oblige, mais il y a toujours eu des feux de forêt. Ça, c'est pas nouveau. Simplement, leur ampleur et leur fréquence est un peu plus grande. Et ce qui est un peu particulier pour moi, c'est qu'on sait que ça va arriver et on pourrait un peu le prédire. Il fait plus chaud, les sécheresses sont un peu plus longues et donc, on va avoir besoin de réfléchir puis de s'attaquer à la problématique des feux de forêt de plus en plus partout sur la planète. Et il y a un truc qui ne me rentre pas dans la tête, c'est qu'il face à cette prédiction, et je ne suis pas un grand expert, c'est juste comme je vous le dis les amis, là, ça, je vois ça venir, face à cette prédiction, le Canada, en 2015-2016, a décidé d'arrêter la production du seul appareil au monde, le Canadair, qui peut faire la lutte efficace au feu de forêt. Et donc, moi, ça me rentre pas dans la tête. Là, on a recommencé cette production, mais c'est long à relancer. Les premiers appareils vont être livrés en 2028. Je voulais comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer. Et quand on a des questions d'avion, on parle avec John Gradek. John est expert en feu de forêt, chargé de cours en gestion de l'aviation. Bonjour, M. Gradek. Ah, bonjour François. Je ne suis pas expert en feu de forêt, je suis expert dans l'aviation. Bon. Et la série CL m'intéresse beaucoup. Bon, et donc, dites-moi comment c'est possible. J'ai pas inventé ça, là. Des feux de forêt, il y en a toujours eu, il y en a de plus en plus. Je pense qu'on va en avoir encore plus. Comment c'est possible que le Canada, qui avait un genre de monopole mondial là-dessus, a décidé subitement, des Havilland, là, qui est le producteur, a décidé soudainement, non, on va arrêter d'en faire. Et là, pendant une décennie, on perd l'expertise, on perd les usines. C'est très long à relancer. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide d'arrêter un produit très en demande dont on a le monopole. 2014-2015, le monde a décidé de ne pas en acheter. On avait assez. Ces avions durent 50-60 ans. D'abord, ils sont bien construits, bien conçus. Et puis, c'est vraiment un avion avec une utilité très forte, mais très bien construit, très bien dessiné. Et en 2014-2015, la situation avec les changements climatiques et l'état de nos forêts était au point qu'on avait suffisamment d'appareils au Canada et en Europe pour combattre les feux de forêt tels qu'on les avait, peut-être qu'ils étaient habitués à faire dans notre pays pendant cette période. Depuis ce temps-là, les changements climatiques ont vraiment bousculé complètement vraiment l'environnement du nord de la Terre. Ouais. Soit que c'est le Canada, soit que c'est l'Europe, soit que ce soit l'Asie. Même la Russie, les feux de forêt sont incroyables. Lorsqu'on prend les tempêtes, on a des tempêtes dans lesquelles on a 4000 éclats de déchargement d'électricité qui arrivent dans nos forêts. Et ça éclate d'une façon explosive. D'abord, les feux de forêt deviennent de plus en plus violents, deviennent de plus en plus répandus. Et on a une demande. D'abord, en 2022, de Havilland avait acheté deux bombardiers. C'est Bombardier qui a décidé de clôturer la ligne. C'est pas le Canada comme tel, c'est une compagnie privée qui a décidé de clôturer la ligne. En 2022, de Havilland a décidé de reprendre la production, acheter tout l'équipement nécessaire pour construire ces appareils, de déménager de Montréal et de Toronto à Victoria, et puis de faire les pièces pour les pièces de remplacement. Et puis en 2023, ils ont décidé de repartir la ligne. Là, on repart la ligne sans avoir une usine. Il faut créer l'usine, il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent pour créer l'usine d'abord. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. OK. Donc là, on estime là, que, et là, je fais juste lire là, quelques petites notes que je me suis faites, il y aurait entre 250 et 300 appareils qui seraient demandés à l'échelle mondiale. Il y en a pour l'instant un peu plus d'une trentaine là, qui sont des commandes fermes. On parle d'appareils qui se vendent là, un petit peu moins de 100 millions de dollars par appareil. Monsieur Gradek, on dit que les premiers vont être livrés en 2028. Est-ce qu'il n'y a pas manière d'accélérer davantage la cadence? Là? La demande, elle est là, les gens sont prêts, ils ont leur chéquier en main. Il n'y a pas façon de rendre ça un peu plus rapide? Tout dépend d'Havilland. C'est l'investissement nécessaire. Ça va leur coûter
500 millions à de Havilland pour construire une infrastructure pour produire 10 appareils par année. 10 appareils. Là, moi, j'ai demandé à de Havilland, si on augmente la cadence à 50 appareils par année, qu'est-ce qu'il nous faut comme investissement pour atteindre ce chiffre? Et de Havilland n'a pas une réponse. C'est hors de leur capacité vraiment d'aller à ce niveau-là. Parce que la cadence normale pour ces appareils, depuis le tout début des années 60 pour cet appareil, était toujours de 10 appareils par année. D'abord, l'équipement nécessaire pour supporter la production est conçu pour 10 appareils. D'abord, la chose à faire, c'est de construire d'autres usines, d'autres emplacements à travers le territoire canadien pour faire un duplicateur de ce qu'ils font à Calgary. Et c'est dans les mesures de 500, 600 millions par installation. D'abord, il nous faut 2,5 milliards en termes d'investissement pour créer des lignes de production pour atteindre 50 par année. Et Je puis, comprends. on n'est pas là. Et donc, on ne veut pas être en surcapacité, mais ni en sous-capacité. Puis là, ce que je lisais, c'est que carrément, vu... Bon, c'est de Havilland, mais les gens dans leur tête, ça s'appelle le Canadair. C'est donc la faute du Canada. Comme le Canada ne pourvoit pas à la demande, là, il y a des startups là, un peu partout, en France notamment, qui commencent à se lancer à l'assaut de ce marché-là. On dit qu'il y aurait entre 30 et 40 milliards de dollars à faire à vendre des avions citernes comme le Canada. Est-ce que vous pensez que d'autres pourraient réussir avant que de Havilland puisse pallier à toute cette demande? Une bonne question. Ça dépend de l'investissement. Ça dépend des investisseurs pour faire tout ça. Ça prend un dessin. La fameuse Friale de la France, ça fait 11 ans qu'ils en parlent. Il n'y a pas de dessin encore. Ouais. D'abord, et ça va prendre 10 ans avant qu'on ait un avion certifié et produit. D'abord, la ligne de production pour un appareil similaire, c'est long. Les Russes ont un appareil à réaction qui fait le même style d'approche, mais on connaît les Russes, on connaît les engins, on connaît les façons que ça fonctionne. Il n'y a pas de concurrence pour l'appareil. Ça ne veut pas dire que la concurrence ne sera pas là. Un jour, ça va arriver. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire pour garder le monopole sur ces avions, le monopole mondial, et faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire au niveau de cadence de production pour satisfaire le 30 à 40 milliards que vous disiez est prêt à dépenser sur les avions citernes. Parce que c'est ça le dilemme. C'est le dilemme canadien. On a peur de faire des investissements. Et puis voici une autre instance de cette peur qui se présente. J'ai presque envie de me joindre à la parade, là, de dire hey, moi aussi, là, je suis prêt à mettre 100$. Toi, Florence, es-tu à peine? 100$, on n'ira pas loin. Ouais, non, je blague évidemment. Donc, pour l'instant, c'est un peu la situation. Et pourquoi est-ce que, mettons, des acteurs, là, on pense à Boeing, à Airbus, pourquoi des acteurs établis qui ont les poches plus profondes, eux, ne souhaitent pas entrer dans un marché comme celui-là qui pourrait s'avérer très lucratif, John Gradec? On connaît l'histoire entre Bombardier et Airbus. On connaît l'histoire, puis Airbus ne paye pas pour la technologie. Ils ont eu la série C pour combien? $1. $1. Ouais, c'est ça. D'abord, l'investissement nécessaire pour supporter la création et la livraison de ce style d'appareil, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à l'instant même de le faire. On a un avantage au Canada. On a l'appareil, on sait comment le produire, on a dessiné un appareil de merveille. M. Macron n'appelle pas ces appareils des avions citernes. Il les appelle des Canadair. On n'a pas assez de Canadair, on en veut plus de Canadair. Et il les achète sans même savoir la facture, sans savoir le bon de commande. D'abord, on a une réputation, puis il faudrait maintenir la réputation et hausser la cadence de production. Ben oui, mais je me mets à la place d'un président comme M. Macron ou n'importe quel autre, à la limite Donald Trump. Je veux dire, le prix de l'appareil, si vous dites qu'il vit 50 ou 60 ou 70 ans, c'est presque négligeable par rapport aux dommages matériels. Là, on voit ce qui se passe dans le sud de la France actuellement, les vignobles, les maisons, les usines qui brûlent. C'est des milliards de dollars quand même que tu t'achèterais un avion à 80 millions ou 2. C'est quasiment négligeable. Puis ces avions-là qui vont durer, évidemment, de nombreuses années. John Gradec, merci beaucoup de m'avoir permis un peu de mieux comprendre. Je suis sûr que je suis pas le seul qui se pose des questions comme celle-là. Vous n'êtes pas le seul.
un Garanti. peu dommage. Et puis, je souhaite évidemment à des Havilland là, tout le financement qu'il leur faut. Peut-être qu'il y a une petite carte à jouer, là, militaire, là, on ne sait trop, là, c'est dans l'air du temps. Je ne vous demanderai pas de révéler ce que vous savez, John Gradek, mais je vous remercie d'être passé à l'émission. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, François. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Cube Radio, des auditeurs nous mentionnent qu'on est un peuple de chicken. D'autres disent, tu imagines le retour sur investissement. Et sinon, un autre auditeur un peu ironique nous dit, visionnaire le Canada? Point d'interrogation avec des petits emojis. Il serait peut-être le temps de s'y mettre. Florence Lamoureux, merci pour cette première émission réussie. Emma, un succès phénoménal. Phil Séguin, je te retrouve à cette platine. Et Max Trouba, toujours un plaisir. Trouleau, son nom. Merci à tous et à demain.